Ce mois de février est en train de devenir de plus en plus intéressant. De plus en plus intéressant pour tous ces fans de télé que vous êtes. Je sais que c'est un sujet qui nous regroupe ici massivement sur cette chaîne YouTube, puisque après les annonces de Philips TP Vision, dont j'ai déjà partagé une partie d'entre elles, la partie LCD mini LED viendra lorsque j'aurai des informations dignes de vous être partagées, ça ne devrait plus trop tarder, mais il y a d'ores et déjà deux disponibles. Alors vous avez une fiche quelque part par là, mais aussi un lien dans la description qui vous permettront d'aller voir. Mais après cette vidéo-là, les annonces qui ont été faites autour des OLED Plus 908 et OLED 808. Ici, on va s'intéresser à ce que Samsung nous a présenté, puisque j'ai pu aller rencontrer les équipes, voir également les produits. Une première rencontre, c'est une deuxième session un petit peu plus technique, là encore dans le courant du mois de février, pour avoir peut-être un petit peu plus d'accès à justement ce qui se passe à l'intérieur des télés. Néanmoins, cette première découverte m'a permis de faire le point avec les équipes sur les gammes 4K, les gammes 8K, qu'est-ce qui nous attend cette année, et surtout de me prendre une méga claque que je vais vous partager ici. C'est parti, on va découvrir les annonces du constructeur Samsung qui ont été faites au moment du CES de Las Vegas, et j'ai désormais pu approcher les produits. Salut à tous, j'espère que vous allez bien. Bienvenue dans cette nouvelle vidéo où on va aborder ici, en partie, en tout cas, avec le maximum d'infos que j'ai pu collecter sur place. On va se parler des annonces qui ont été faites par Samsung et donc les produits que j'ai déjà pu découvrir. Hier, jeudi 16 février, je ne sais pas si certains ont eu l'occasion de voir un petit peu les vidéos que j'ai pu poster sur Instagram, mais j'ai pris une petite claquounette. Franchement, je me suis pris une petite baffe sur un des sujets bien spécifiques dont je vais vous parler dans cette vidéo, que j'espère vérifier, valider dans un second temps lorsque je pourrai tester les produits à la maison, mais les premières impressions sont plutôt bonnes sur ce que j'ai pu constater sur place. Mais attention, il y a aussi des déceptions, sinon ce serait trop facile si tout était parfait. Vous savez que j'aime bien aller chercher la petite bête. Quoi qu'il en soit, qu'est-ce qui se passe chez Samsung? On va retrouver cette année du renouvellement sur les téléviseurs 4K, sur les téléviseurs 8K et aussi sur les barres de son. Sur les barres de son, j'ai bien entendu envie d'y revenir, sans doute plutôt dans un second temps, mais sachez que le constructeur renouvelle ce qui aurait été un très très bon produit, un produit très très bien vendu, à savoir la barre de son Q800C, la lettre, je vous rappelle que cette année, on bascule sur la fin de la lettre, c'est le C, on était l'année dernière sur les gammes B, et cette année c'est du C, Q800C, Q990C, que j'ai pu redécouvrir, que j'ai pu découvrir aussi sur place, mais pas écouter, c'est pour ça que je vous dis, pour mettre ça un petit peu dans un deuxième temps, on traitera ça un petit peu plus tard, et la S800B, qui est la barre de son toute fine, elle va rester en catalogue, donc c'est un produit que vous pourrez retrouver, parce qu'a priori ça fonctionne bien, et en fait elle est arrivée fin d'année dernière. Alors avant d'entrer un petit peu plus en détail et de vous partager les différentes informations que j'ai pu avoir sur les produits eux-mêmes, mais aussi mes premiers constats, notamment autour de Tizen OS, parce que vous allez voir, il y a des petites choses qui changent, je vais juste évacuer, entre guillemets, ou en tout cas vous partager un changement du côté des références des produits. Je pense que je le mentionne ici, et puis j'y reviendrai sans doute plus jamais, tant ça complexifie ne serait-ce que la prononciation des références, et l'intérêt aussi que ça représente pour vous dans vos recherches, que ce soit recherche de tests, processus d'achat, etc. Est-ce que vous saviez par exemple que, cette année 2022, on avait par exemple dans le cadre des téléviseurs mini LED les plus haut de gamme, cette référence qui était QN95B. On le sait, la lettre B à chaque fois accompagne des changements tous les ans. L'année dernière c'était A, et cette année 2023 ce sera C. Donc du coup ça nous donne QN95C. Il y avait aussi deux lettres au tout début de la référence, avant la taille, avant la diagonale des produits, qui était QE. Ce qui fait qu'en 2022 ça donnait QE55 par exemple, ou 65. Donc ça donnait QE55, QN95B. Cette année, les lettres QE sont complètement, on oublie, et c'est remplacé par TQ. Référence qui n'est pas très heureuse pour nous francophones, mais c'est un choix de Samsung, a fortiori headquarter, donc Corée. Et donc ça nous donne TQ55 QN95C. Encore une fois, je vous le dis, présente un intérêt discutable dans vos recherches. J'y reviendrai sans doute même jamais, parce que franchement, c'est pas agréable à prononcer. Et sachez que cela s'applique aussi aux téléviseurs QD OLED, et donc du coup ça donne par exemple TQ55S95C, ça c'est pour la série plus haut de gamme, puisque en 2023
Samsung complète son offre QD OLED, non seulement d'abord par l'entrée d'une nouvelle diagonale d'image, puisqu'en plus des 55 et du 65, eh bien, il y a le 77 pouces qui débarque, mais aussi par l'arrivée, la mise en place d'une gamme un petit peu inférieure avec le S90C, qui lui aussi eh bien, va être proposé en 55, en 65 et en 77 pouces. Là encore, je vous donnerai les prix évidemment dans cette vidéo juste après. Et je vais justement maintenant m'attarder sur ce 77 pouces en version S95C, donc clairement le plus haut de gamme actuellement des QD OLED chez Samsung. C'est lui qui était présent et c'est lui qui vraiment m'a fait me dire ok, là Samsung est encore tout frais sur la technologie OLED. On savait que la techno était extrêmement compétitive avec ce processus qui consiste à utiliser un système différent du White OLED classique qui promettait déjà couverture d'espace colorimétrique, par exemple, du Rec 2020 plus importante, qui a déjà fait ses preuves aussi sur la luminosité en montrant qu'il y a une vraie capacité technique. Et là, on sait que LG Display a répondu justement à cette concurrence en apportant ces nouvelles dalles OLED ajoutées au fameux, enfin complétées par ce fameux micro-lentille, ce fameux MLA. Donc je vous invite aussi à regarder dans la description, vous avez l'interview des gens de chez LG et puis je vous parle aussi de la techno. Ces technos de micro-lentilles qui boostent la luminosité jusqu'à promettre des pics de luminosité de 2100 nits en mode vif, etc. J'ai discuté avec des collègues sur place, avec des confrères de la presse qui ont vu les démonstrations techniques qu'a pu faire notamment Philips TP Vision, qui a pu effectivement comparer une technologie OLED EX de l'année dernière avec un dissipateur thermique et la technologie OLED de cette année avec le boost de luminosité, les fameuses dalles Meta, Micro-Lens Array et dissipateur thermique, là encore, ils m'ont dit qu'il y a une vraie différence qui opère. Donc on va voir aussi ce qui va en être du côté de chez Samsung et comment ces deux technologies, ces deux dernières technologies de dalles vont s'opposer. Ça promet, sachez par exemple que là où Philips promet un pic de luminosité de 2100 nits, eh bien chez Samsung, on n'a pas d'information qui est communiquée officiellement. On devrait être aux alentours des 2000 nits, mais Samsung refuse de communiquer. C'est un blackout sur la communication. Par le passé, déjà sur les téléviseurs mini LED, ils communiquaient le nombre de mini LED, le nombre de zones au travers d'appellations un petit peu marketing qui étaient gold, silver, etc. On arrivait à commencer à classer les téléviseurs un petit peu dans la montée en gamme. Cette information a disparu sur les téléviseurs LCD. Et là, cette année, ils décident de ne plus communiquer sur les pics de luminosité des TV OLED. Donc, vous voyez un petit peu comment ça se complexifie pour avoir des infos. Cela étant mis à part, ce que j'ai vu sur place, déjà, je peux vous le dire, que côté luminosité, ça envoie, mais le plus impressionnant, c'est vraiment le filtre anti-reflet qui a été appliqué au téléviseur, qui est complètement dingue. Je ne sais pas si parmi vous, il y en a qui ont un S95B, modèle 2022, mais lorsque j'avais eu l'occasion de le découvrir à Londres, il m'avait déjà impressionné. J'utilisais la torche du smartphone, je la positionnais devant, et le reflet était très très contenu. Les angles de vision semblaient aussi très très bons, mais j'ai pas eu l'occasion de tester le S95B. Le A95K qui utilise la même dalle chez Sony, lui m'avait aussi fait forte impression. À l'heure en plus où les téléviseurs LCD utilisent des dalles qui sont de plus en plus brillantes, qui est un sujet qui, vous le savez, pour moi, est un no-go, enfin bien souvent sur de la technologie OLED, parce que mon salon est exposé de la sorte que j'ai énormément de reflets et que l'OLED me pose beaucoup de problèmes et c'est quelque chose que je partage régulièrement avec vous. Là, le QD OLED, j'ai positionné ma lampe torche, enfin mon petit panneau LED que j'utilise dans le cadre de mes reportages, de mes tournages, et j'avais zéro reflet. C'est complètement dingue. Alors la situation de la pièce fait que je n'ai pas pu voir ce que ça donne avec de la lumière naturelle comme du soleil. Et vous le voyez, le téléviseur, il est même exposé dos à cette grande baie vitrée des toits de Paris, de la porte de Versailles, 7e étage du bâtiment, oui, on est au 4e étage, du bâtiment 7 de la porte de Versailles, pour être plus précis. Donc, on avait certes une pièce très éclairée, mais le téléviseur est dos à la lumière. J'imagine bien que Samsung a bien fait exprès, ce qui ne m'a pas facilité la vie pour réaliser mes images en matière d'exposition, etc. Mais avec mon petit panneau lumineux, j'ai pu comme ça jouer avec, et franchement, c'est impressionnant. C'est impressionnant comment cette dalle annule les reflets, ça reste très très concentré. Et du coup, je suis curieux de voir ce que ça va donner dans mon salon. Mais c'est clairement, je vous le dis, le point qui m'a le plus bluffé. Parce que c'est game changing, j'ai envie de dire. Si les téléviseurs OLED
parviennent à offrir ce niveau de taux de contraste infini, parviennent à obtenir des luminosités qui augmentent réellement, parce que certes, la technologie OLED, White OLED de chez LG Display annonce environ 2100 nits en pic de luminosité en mode vif. Vincent Teo, je vous ai déjà partagé sa vidéo, sur HGTV Test, a eu l'occasion de faire des mesures sur le MZ2000 de Panasonic qui utilise tout ce combo, dernière génération de dalle OLED, technologie MLA, donc le fameux micro-lens array et le dissipateur thermique. Et on sait que Panasonic fait très très fort dans la maîtrise de cette luminosité. Et il a dit, ok, on est à plus de 2000 nits sur le pic de luminosité à 10%, mais une fois le téléviseur calibré, on est plutôt aux alentours des 1500 nits, ce qui reste quand même très bon. Sauf que évidemment, encore une fois, on a cette plage de luminosité qui s'effondre lorsque l'on affiche la mire sur le téléviseur à 100%. Quoi qu'il en soit, ça évolue, et là chez Samsung, je pense qu'ils peuvent vraiment faire une grosse différence avec ce filtre anti-reflet, même si évidemment, j'attends de tester sur place et de voir ce que LG nous réserve, LG Electronics cette fois-ci, nous réserve sur ces modèles, et même les autres constructeurs, parce que Sony va y venir, Panasonic va y venir, Panasonic va proposer des pieds pivotants, etc. Donc il y aura d'autres arguments en faveur des uns et des autres, et pieds pivotants que Samsung n'a pas, et d'ailleurs, on va évacuer ça tout de suite aussi, j'ai envie de dire, mais il n'y a toujours pas de Dolby Vision, et je sais que pour certains, ça peut représenter un critère d'achat. Alors pour compléter cette découverte, il faut quand même qu'on se parle de l'aspect plus design, parce que c'est vrai que l'image était complètement dingue, c'est vrai que c'était très flatteur, très contrasté. Ça ne veut pas dire pour autant que la colorimétrie est fidèle, ça on le verra dans les tests. C'est lumineux, c'est contrasté, on a peu de reflets et surtout on a un produit d'un design qui est réussi. Je ne sais pas ce que vous en pensez, mais il est vrai que les constructeurs de téléviseurs OLED habituels ont souvent des dalles qui sont assez fines, sauf dans le cas par exemple des séries G de LG justement, qui sont des modèles galeries, qui sont faits pour se plaquer au mur, etc. Et bien là, on est sur un téléviseur qui fait moins de 1 cm d'épaisseur, mais sur l'intégralité du panneau. Ce qui permet à Samsung de revendiquer la mention de dire ok, on a le téléviseur OLED le plus fin du marché. Bon, effectivement, sur l'intégralité du panneau, là où certains ont des blocs, des connectiques, etc. intégrés, eux, ils ont fait le choix du boîtier One Connect qui leur permet d'atteindre cette finesse et ce qui devrait rendre de manière assez impressionnante une fois accroché au mur. Sauf que chez Samsung, je le rappelle, qu'on a aussi ces enceintes intégrées au dos du téléviseur. Le constructeur revendique des technologies comme l'Active Voice Amplifier, l'AVA, qui détecte les bruits ambiants de votre pièce, qui ajuste la plage des fréquences pour mettre justement en avant les discours dans les films, les voix tout simplement, comme l'indique le nom de la technologie. Et puis on a aussi l'Object Tracking Sound Plus, le fameux OTS Plus, qui lui va se charger de reproduire le son dans l'image en fonction de là où il est diffusé, etc. Puis ensuite interviennent des technologies Q-Symphony, en l'occurrence Q-Symphony 3.0 cette année, qui fonctionne de pair avec les barres de son pour utiliser le son de la barre de son avec l'image du téléviseur. Sauf que cette année, le Q-Symphony 3.0 qui débarque dans les télés et dans les barres de son que sont les Q800C ou Q990C par exemple, eh bien elles aussi sont certifiées Q-Symphony 3.0 et ça permet à Samsung, de ce qu'ils nous disent, de faire communiquer le processeur de manière plus précise avec la barre de son pour, là encore, maîtriser plus précisément la restitution de tout ce qui se passe dans la scène sonore et notamment encore mieux maîtriser la reproduction des voix. Je trouve qu'on rentre un petit peu dans la notion de marketing encore une fois, parce qu'il va falloir tester. Et puis surtout, ça fonctionnait déjà très très bien avec la Q990B de l'année dernière et la technologie Q-Symphony. Quoi qu'il en soit, ça continue de communiquer ensemble. On peut toujours utiliser la barre de son et le téléviseur si on souhaite en même temps pour ajouter un petit peu à l'effet de spatialisation. Je me prononcerai sur tout ça plus tard. Sachez aussi que sur cette partie processeur, on a encore peu d'informations, mais grosso modo, c'est le coup de la lessive qui lave plus blanc que blanc. C'est le processeur qui s'améliore toujours. Je pense que ça va commencer à devenir très très compliqué de réussir à faire une réelle différence, de commencer à prendre ces processeurs en défaut. On sait que c'est pas le cas chez tout le monde. J'ai pu le voir, notamment chez TCL avec le test du C935, le lien est là, mais aussi dans la description. Eh bien, j'avais été déçu par la qualité de l'upscaling avec des sources Full HD, la TNT, etc. On sait que finalement, il y a encore des marques qui sont un petit peu à la traîne. Samsung, LG, Sony, Panasonic, franchement, même du Philips, on arrive à obtenir de très très bons résultats. Donc je pense que là, on verra ce que ça va donner sur l'upscaling, gestion, compensation de mouvements, etc. Bon, je pense faut arrêter de trop se focaliser là-dessus. Ça risque d'être très très bon, y compris sur ce téléviseur OLED de 2023.
Pour en revenir à ma partie design, connectivité, je vous l'ai dit, c'est un boîtier One Connect. Le téléviseur est extrêmement fin, c'est très séduisant, pied central qui n'est pas rotatif, pied central très discret, mais qui permet justement de positionner aussi une barre de son en dessous. Là où c'est un petit peu dommage et là où la pilule a eu un petit peu du mal à passer, en tout cas dans un premier temps, vous allez comprendre pourquoi, c'est sur cette partie ergonomie et plus spécifiquement sur le boîtier One Connect. Il n'évolue pas, il y a toujours ce câble d'ailleurs de 30 cm qui est livré si vous souhaitez accrocher le boîtier One Connect au dos du téléviseur sur son pied incliné. Le boîtier peut soit se fixer là, soit être déporté dans un meuble avec un câble qui se charge non seulement de l'alimentation véhiculée, les signaux audio et vidéo, évidemment, 4 prises HDMI 2.1 toujours. Le câble, j'ai l'impression qu'il est désormais un petit peu plus épais, donc ça va commencer, on n'est plus sur la technologie, enfin de ce qui était mentionné par le passé, l'Invisible Link, enfin le câble invisible qui courait le long du mur. Là, on n'est plus du tout sur cette logique-là. Il va commencer enfin, je pense que la goulotte va commencer à devenir nécessaire si vous souhaitez accrocher le téléviseur au mur en tout cas. Ça reste très pratique et du coup, c'est ce côté pratique qui, moi, là où ça a du mal à passer, c'est que les QD OLED vont être désormais les seuls téléviseurs 4K à pouvoir disposer de ces boîtiers déportés. Pour les téléviseurs mini LED 2023 en Ultra HD, eh bien, eux auront leur connectique intégrée sur le téléviseur fini, le boîtier One Connect. Il sera sur les QD OLED et il sera aussi sur les mini LED en 8K, donc avec les QN 800C par exemple, et au-delà le QN 700, QN 800 et QN 900. Là où ça a eu un petit peu du mal à passer pour moi, en tout cas encore une fois dans un premier temps, eh bien c'est que avec cette façon de faire, clairement pour moi Samsung est en train de créer une sorte de montée en gamme, ou en tout cas une forme de classification de ces produits qui fait que le QD OLED va aussi profiter de cet avantage, va devenir un produit que un petit peu mieux disant en matière de conception, d'ergonomie, etc. Au détriment donc de ces mini LED, de ces téléviseurs LCD mini LED que le constructeur a pourtant toujours mis en avant, etc. Alors il y avait déjà des mini LED qui n'avaient pas de boîtier One Connect. Vous savez que les 90 n'avaient pas de boîtier One Connect et les 95 avaient des boîtiers One Connect. Ça justifiait d'une montée en gamme. Là, on oublie complètement pour les téléviseurs mini LED 4K, en tout cas, les 8K conservent le boîtier One Connect au profit des QD OLED qui l'emportent du coup sur cette particularité technique, ce qui va permettre de dire aux gens, si vous voulez une intégration ultra propre, etc., allez-y, prenez un QD OLED, vous allez voir, connectique déporté. Donc pour moi, c'est un argument technique, un argument marketing, clairement parce qu'ils en ont vendu, ils nous le disent, ça a été un succès, ces téléviseurs QD OLED en magasin. On envisage encore d'être plus présent sur le marché en multipliant les références, S90C, S95C, on multiplie les tailles, 55, 65, 77 pouces, donc on occupe encore un petit peu plus de place, et en plus, on les rend plus sexy. Donc pour un constructeur qui a toujours porté le message du mini LED et du LCD, c'est quand même un petit peu dommage, et surtout, on peut rester fan de la technologie LCD parce que, on ne veut pas de technologie OLED, on ne veut pas s'exposer au risque de marquage, même si encore une fois, des mesures sont prises, que ce soit sur du White OLED ou que ce soit sur les technologies QD OLED de Samsung Display cette fois-ci. Il y a tout ce qui est, les choses sont prises en compte, mais voilà, on peut avoir envie de ne pas aller vers cette technologie et rester sur du LCD. Là où je me suis un petit peu ravisé, une fois que j'ai continué à faire mon tour dans le showroom, c'est qu'il y avait le 77 en QD OLED, et puis juste à côté, j'avais quand même un QN90C, pas le QN95C, le QN90C, ce qui me permettait de voir un petit peu comment la connectique était intégrée et quelle était du coup l'épaisseur de ce téléviseur mini LED. Et franchement, vous avez les images là sous les yeux, c'est tout à fait gérable. Vraiment, on sait que le boîtier One Connect permettait vraiment de déporter la connectique, ça apportait vraiment quelque chose sur le QN95B, je vous invite à aller voir la vidéo du test si vous le souhaitez, qui était un téléviseur d'ailleurs un petit peu plus épais, une conception un petit peu différente, peut-être un petit peu plus premium aussi d'une certaine manière, mais là encore une fois j'ai un QN90C, et il faudra voir comment le QN95C va être lui présenté, est-ce qu'on va avoir quelque chose de plus premium ou pas, bon ça reste à vérifier. En tout cas, il est quand même assez fin.
avec une connectivité HDMI, enfin 4 HDMI, 2 points, etc., qui est finalement plutôt bien fichu. On retrouve dans le dos du téléviseur ces systèmes de passe-câbles là qui sont intégrés, là, les petites boulottes assez fines. Alors si vous avez des gros câbles HDMI, là aussi, je vais voir comment ça se comporte au moment des tests. Mais voilà, on a quand même cette possibilité de faire un petit peu de câble management et de redescendre dans le pied. Et après, c'est dans le cadre d'une installation murale où il se peut que ça évolue. Ce qu'il faut comprendre aussi, et ce que bonne interprétation, c'est que du coup, l'écart dans la gamme entre un QN90C et un QN95C, lorsqu'on va se retrouver en magasin et lorsqu'on va devoir choisir, eh bien, ça va pas être évident parce que autant par le passé, la puissance lumineuse, le nombre de LED, le nombre de zones et la présence du boîtier OneConnect permettaient de faire une différence entre un 95 et un 90, désormais, on va avoir la puissance lumineuse, le nombre de LED, le nombre de zones, sans doute, c'est comme ça que la montée en gamme va s'opérer, sauf que Samsung ne les communique plus et on n'a plus le bénéfice de ce boîtier OneConnect. Donc je pense que le QN95C, on ne va pas dire que c'est un produit mort-né, parce qu'il y aura toujours de la demande, etc. Mais compte tenu de la puissance lumineuse et de ce que proposent déjà les modèles de la série 90, voilà, sachez que c'est vraiment, ça va commencer à devenir compliqué. Si vous êtes parti sur l'achat de ces produits, posez-vous les bonnes questions. Parce que franchement, si ça se trouve, l'écart de puissance va être tellement infime, l'écart de qualité va être tellement minime, que du coup, le 95, ça se trouve, il ne sera même pas référencé sur certaines enseignes. Parce que les gens vont se dire, bah non, moi je ne vais pas perdre les gens, je vais mettre un QN90C, je vais mettre un QD OLED à côté, et puis après j'aurai la gamme 8K. Voilà le schéma qui peut aussi se profiler en magasin. Alors je vous l'ai dit, un peu d'informations techniques aussi sur la suite de ces produits. Il y aura du HDR10, du HDR10+, du HLG, pas de Dolby Vision évidemment, du Dolby Atmos, Q-Symphony 3.0. Il ne me reste plus grosso modo maintenant qu'à vous donner les prix des QN90 et QN95C. Du coup, le QN90 se veut être le modèle le plus abordable et donc du coup va descendre aussi un petit peu plus bas en taille, avec un 43 pouces, là encore, Samsung fait le choix de ne pas offrir le meilleur de la technologie mini LED, en tout cas à des gens qui ont besoin de taille plus petite, peut-être parce qu'ils nous diront que finalement, dans un format 43, ça ne sert à rien de mettre les caractéristiques techniques d'un 95, c'est ce que nous fait LG notamment au sein de la gamme de la série C. On le savait qu'il y avait la technologie Brightness Booster sur les dalles OLED qui existent et qui ne s'applique qu'à partir des modèles 55 pouces parce que les tailles inférieures 42-48 ne permettent pas de revendiquer cette technologie Brightness Booster compte tenu de la densité de pixels, bref, des contraintes techniques des produits. Ce qu'il en sera de même sur ces téléviseurs LCD, bon c'est une hypothèse. En tout cas, il ne me reste plus qu'à vous afficher les prix. Ça démarre avec le 43 pouces à 1299 € et ça s'étend quand même jusqu'à un très grand 85 pouces à 5499 €. La suite des prix s'affiche évidemment juste à côté de moi. Ce sont des prix qui sont des prix publics, évidemment. Vous savez que Samsung est quand même un gros... il pratique régulièrement tout ce qui est ODR, promo, lancement, etc. C'est des trucs qui sont extrêmement animés en magasin. Donc les prix publics chez Samsung, comme chez d'autres d'ailleurs, ne veulent pas dire grand chose. Le QN95C, lui, va démarrer en 55 pouces à 2799 € et va aller lui aussi sur du 85 pouces à 6399, 6400 €. Là aussi, il faudra faire votre choix. Et puis surtout, avant de choisir, il va falloir vraiment s'intéresser aux détails pour savoir qu'est-ce qu'on achète. Bon, l'avenir nous le dira, les tests, etc. Et du coup, juste à côté, figurait un modèle qui peut vous intéresser. Moi, je le trouve quand même assez cher, mais pourquoi pas. C'est un QN90 A. Donc sachez que A, ça nous ramène en 2021 un 98 pouces à 8000 €, 7999 €. Et c'est vrai qu'un Ultra HD de ce format-là, c'est assez impressionnant. Peut-être que ça peut intéresser les gens qui veulent vraiment une très grande image et qui ne veulent pas basculer sur un vidéoprojecteur fond de salle ou ultra courte focale par exemple. Juste à côté de ce QN90A assez impressionnant, on en a un autre qui personnellement m'impressionne beaucoup dans sa conception, sa performance, sa puissance, son ergonomie, etc. Il s'agit du QN900C, c'est le modèle le plus haut de gamme des 8K, ça commence à du QN700, entre les deux on a un QN800C et clairement moi le 900 m'impressionne, ne serait-ce déjà que sur l'aspect design, par cette dalle, ce fameux Infinity Screen ou Infinity Display, je ne sais plus comment il s'appelle exactement, mais qui est vraiment
tout fin, on a une bordure d'écran qui est ultra minime, 99% je crois du taux d'occupation de la surface à l'avant. Ce qui est sûr, c'est que du coup, comme Samsung a décidé de ne plus rien communiquer, on a encore moins d'informations que par le passé. Je suis incapable de vous dire le niveau d'évolution qu'on a entre les deux téléviseurs. Il va y avoir plus de traitement sur de la 8K, le processeur va sans doute être encore meilleur, donc on va avoir une gestion, ces fameux flux neuronaux qui sont là pour travailler sur l'upscaling, qui sont là pour travailler sur la profondeur de l'image, le niveau, des détails, la capacité de reconnaître un visage dans l'image, de créer un petit peu plus de piqué à cet endroit-là. Tout ça, voilà, ça sera sans doute meilleur, le Q-Symphony 3.0, je vous l'ai dit. Petite interruption des programmes, regardez, c'est le mois habillé différemment. Il est 23h30 bientôt, après une soirée resto très agréable avec ma femme. Je tenais quand même à vous publier cette vidéo dans le week-end et je pourrais pas m'en occuper, donc c'est maintenant que ça se passe. Vous l'avez vu, dans mon analyse autour de ces boîtiers One Connect, le QD OLED, etc., j'ai failli oublier de vous mettre le prix et c'est pour ça qu'il y a un morceau de texte qui apparaît. Et ce dont je veux vous parler ici autour de la 8K, c'est un petit peu plus complexe. C'est pourquoi je tenais à y revenir, parce que souvenez-vous, l'année dernière, il y avait eu tout un pataquès autour de 2023, on ne pourra plus s'acheter des téléviseurs 8K, etc. J'en avais parlé brièvement de ce truc-là, notamment sur le Discord. J'en avais pas fait de vidéo parce que pour moi, il n'y avait pas de sujet en fait, surtout que les marques avaient absolument pas de propos, personne ne disait rien là-dessus. Certes, on avait un cadre qui s'imposait, qui devenait plus dur pour les marques, elles devaient abaisser la consommation de leurs téléviseurs. Il y a eu une décision unilatérale qui a été prise par tout simplement le cadre légal. Ils ont dit ça devra consommer tant pour la partie 4K et tant pour la partie 8K, et les marques ont dit ok, mais nous on y sera. Et pour moi, ça ne m'avait pas perturbé parce que je savais que ça passerait par une fonctionnalité logicielle, ce que j'avais abordé notamment sur la partie Discord, des téléviseurs qui seraient d'une certaine manière castrés au moment de la sortie du carton, c'est-à-dire que ceux qui valident les consommations avant la mise en place, avant la mise en rayon, la commercialisation, la validation de ces produits, les téléviseurs sont pris, ils sont mesurés en mode standard et puis roule, hop, c'est envoyé. Mais déjà depuis l'année dernière, depuis la fin du premier trimestre de mémoire, avec l'arrivée des nouvelles étiquettes énergétiques, etc., vous avez bien vu que si vous changez, si vous êtes concerné, si vous changez de mode d'image dans votre téléviseur, vous avez un petit pop-up qui apparaît et qui vous dit attention, votre téléviseur va consommer un petit peu plus. Et ensuite, libre à vous d'accepter ou non ce pop-up, il en sera de même avec le nouveau cadre légal. Samsung me l'a dit, on va faire le nécessaire. Quand ils sortiront de carton, ça répondra à la législation et ensuite, au choix de l'utilisateur de l'accepter ou pas. Alors, je suis bien d'accord, c'est un choix c'est une solution un petit peu facile qu'empruntent là les différents constructeurs et j'espère néanmoins, lorsque j'aurai des modèles entre les mains, qu'ils auront aussi travaillé de leur côté à nous faire des modes cinéma, notamment filmmaker, etc., expert. Pourquoi pas standard si vous souhaitez utiliser ces modes-là? Moi, j'utilise vraiment pas du tout, mais en tout cas que l'abaissement de la consommation globale sera réel, que l'on active ou non ces luminosités un petit peu plus importantes qui vont nous permettre de toujours avoir une très bonne expérience tout en bénéficiant évidemment peut-être d'un abaissement de la consommation. Ça, on verra ce que ça va donner. Bref, vous avez mon point de vue, je tenais juste à apporter cette petite précision et on rebascule maintenant avec le gars là dans la boîte qui va vous livrer les prix des téléviseurs, cette fois-ci des téléviseurs 8K. Allez, on continue. Et des tarifs qui sont quand même assez coquets, vous les avez qui s'affichent juste là, encore à côté de moi. Le QN700C démarre en 55 pouces, quand même. L'intérêt d'un téléviseur 8K en 55 pouces, je vous laisse apprécier, mais Samsung veut proposer un 55 pouces en 8K. La densité de pixels, je pense, ne justifie pas. Mieux vaut choisir plutôt un très bon téléviseur 4K Ultra HD que descendre en 55 en 8K, avis personnel, sauf si le prix vous convient et que vous voulez le boîtier One Connect. Le prix, en l'occurrence, du 55 pouces, c'est quand même 2500 €. Et on monte jusqu'à du très très grand avec du QN900C en 65 pouces, pas dans le très très grand, mais on est à 5099 €. Et en 85 pouces, on est à 10 999 €. Vous voyez, des coquettes sommes quand même. Pour ce prix, comme je l'ai dit, vous avez le boîtier One Connect, et puis pour tous les produits dont je vous ai parlé ici, sauf peut-être le QN90A, vous avez le nouveau système, la nouvelle version de Tizen OS. Là aussi, je vous invite à aller voir le test du QN95B si vous le souhaitez. Tizen OS dans sa version 2022 qui m'avait vraiment... ça avait été dur. Les lenteurs de ce système m'avaient clairement exaspéré. Je n'ai plus le téléviseur, donc si vous êtes utilisateur de ces téléviseurs-là, dites-moi si le constructeur a déployé des mises à jour qui visent à améliorer un petit peu la fluidité de l'ensemble. Ce qui est sûr, c'est que ça a l'air de se passer beaucoup mieux. Sur les modèles 2023, je l'ai testé donc sur le QN90C,
qui étaient présents sur place et c'était quand même bien plus fluide, en tout cas de mes premières impressions, même si on était d'ailleurs là, je ne l'ai pas précisé, mais on est là sur des samples de la pré-série, hein. On est là sur du prototype, hein. Les séries vont être commencées à produire plus tard, je vous l'ai dit, c'est des choses qui vont arriver entre mi-mars, mi-avril, etc. Donc on n'est pas encore sur des produits finaux, mais ça semble se comporter bien mieux, avec toujours la même mise en avant des contenus entre guillemets. On a toujours cette partie Samsung TV Plus qui est intéressante parce que moi je l'utilise très peu, là aussi je vous laisse vous exprimer si vous souhaitez dans les commentaires, mais Samsung TV Plus aujourd'hui c'est quand même 90 chaînes avec, m'a-t-on expliqué sur place, par exemple 2 chaînes dédiées à l'équipe TV qui a permis aux diffuseurs, enfin à l'équipe TV, de profiter de cette opportunité de l'IPTV chez Samsung pour diffuser les contenus qui produisaient tout simplement. Ils n'avaient pas spécialement la place, les créneaux pour tout diffuser sur l'équipe TV. Et là, ils ont ces 2 chaînes-là sur Samsung TV Plus qui permet de le faire. C'est de la télé sur IP, c'est du 1080p, mais visiblement, c'est une offre qui fonctionne bien. Et les équipes de Samsung m'ont dit sur place qu'ils ont constaté une hausse de l'utilisation de 50% pour ce service Samsung TV Plus. On a évidemment toutes les autres applications que l'on connaît, les services connectés, avec du MyCanal, du MyTF1, du France TV aussi, qui débarque sur ces applications de chez Samsung. Et a priori, aux alentours du mois de juin, on devrait voir débarquer également Sixplay. Tizen OS, vous le savez aussi, sa particularité, c'est sa capacité à remplacer votre box, votre player au sein de votre offre opérateur. C'est proposé sous des formules payantes ou gratuites en fonction des opérateurs, voire des offres dédiées. Par exemple, chez Bouygues, ils ont une offre Smart TV, mais tout passera par votre téléviseur Samsung. Vous pouvez y adhérer en boutique. Vous avez aussi des explications qui sont mises en ligne sur le site de Samsung. Et donc cette offre, c'est votre téléviseur qui vous permettra d'en profiter. Chez Free, a priori, c'est plutôt open bar, mais c'est la politique de l'opérateur avec leur application qui permet d'avoir donc les chaînes de son bouquet Free directement sur le téléviseur de manière gratuite. Donc on peut utiliser le player qui est livré de base avec son offre TV. Chez Orange, on m'a dit que c'était une offre qui était intégrée dans l'offre premium fibre d'Orange, mais c'est une option gratuite à activer par vous-même et que l'option sera aussi accessible chez Sosh, j'ai réussi à le dire, pour 5 € de plus, je crois, par mois. Donc voilà, donc ça c'est l'une des forces, être capable de proposer les bouquets des opérateurs. Jusqu'à présent aussi, l'offre SFR n'était pas disponible et visiblement c'est en cours de finalisation et donc du coup ça devrait, grosso modo, Samsung n'a jamais été aussi près de proposer le bouquet SFR au sein des téléviseurs. L'aspect Gaming Hub aussi est toujours présent. On devrait retrouver, on va retrouver, c'est sûr, la fameuse Game Bar. Est-ce qu'elle évolue ou pas? On verra aussi au moment des tests. La partie Gaming Hub sur laquelle j'ai vraiment reproché aussi des lenteurs lorsqu'on passait du Gaming Hub vers l'espace TV, etc. Ça semble aussi être amélioré. Le service de cloud de Microsoft, celui de Nvidia avec le GeForce Now, celui de Microsoft est toujours en bêta. La connexion sur place m'a pas permis d'en profiter de manière complètement dingue, mais ça semblait fonctionner. Du côté de chez Nvidia, vous le savez, Nvidia a annoncé cette année la montée en puissance du côté des abonnements premium ultime, devrais-je dire, puisque c'est comme ça qu'ils s'appellent, avec cette fois-ci une part de la puissance des serveurs cloud alloués qui équivaut à des séries RTX 4080, ce qui permet sur un PC d'aller, lorsque l'écran est compatible, jusqu'à du 1080p en 240 Hz, donc on monte en définition, y compris aussi sur de l'Ultra HD à 120 de mémoire. Et donc du coup, ça c'est quelque chose qu'on va pouvoir aussi, sans doute, le 120 Hz retrouver sur les télés. J'attends de voir. Attention, cette info, je la prends avec des pincettes parce que je ne suis vraiment pas sûr que le client GeForce Now gère l'Ultra HD 120 Hz sur les télés. Il se peut que ça soit encore pas possible. Là-dessus, on verra comment ça se passe. Vous avez, je pense, là, toutes les informations que j'ai pu collecter sur place, les évolutions, rien de très technique, je le regrette. J'espère pouvoir vous en reparler puisque le 26 février prochain, je serai à nouveau avec les équipes de Samsung en Allemagne. Cette fois-ci, je devrais avoir des ingénieurs sur place. Malheureusement, il faut craindre que si ils ont verrouillé la communication auprès de leurs équipes en France, qu'il en soit de même
la communication qu'ils vont nous faire sur place et que on ait du mal à leur extirper le nombre de zones, de machins, etc. Comment la montée en gamme se justifie. Bref, rendez-vous plutôt aux alentours du mois de mars, et c'est aussi du coup au mois de mars que je vous parlerai d'autres produits que j'ai vraiment hâte de découvrir, à savoir ceux de Sony, puisque là aussi, je vais aller les rencontrer fin février, mais on a, je vous le dis d'ores et déjà, un embargo qui est placé au mois de mars. Voilà, j'espère que cette sans doute très longue vidéo, encore une fois, vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à vous manifester dans les commentaires, dites-moi ce que vous en avez pensé. Le petit pouce qui va bien aussi, ça motive, ça fait vraiment plaisir, ça c'est très très cool. Dans la description, vous retrouverez aussi les différents liens des tests et actus dont je vous ai parlé, des précédentes vidéos, mais aussi le lien vers le groupe de discussion Discord pour échanger avec moi et puis les membres de la communauté. On a dépassé encore une fois, on est au-delà des 400, donc c'est cool, venez discuter, échanger. J'espère pouvoir vous faire un live à l'issue de tout cela, pour histoire de regrouper un peu tout ce qu'on s'est dit, et puis revenir aussi sur les annonces Philips TP Vision LCD cette fois-ci, pour lesquelles je galère, mais comme pas permis à récupérer ne serait-ce que quelques informations. Donc j'espère que ça va revenir, que ça va me parvenir et que je pourrai vous en reparler aussi très vite sur la chaîne. Je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo sur la chaîne. D'ici là, portez-vous bien, ça c'est super important. Voilà, portez-vous bien, c'est le top. À bientôt, ciao.